aujourd'hui nous sommes sur Kamasphère TV. En Martinique, nous avons la mosquée qui n'est pas construite. Est-ce que vous pensez justement que ça fait partie justement de la déconstruction du traitement colonial? Est-ce que c'est volontaire? Pourquoi la mosquée n'est toujours pas sur pied, quoi? Oui. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans, je sais pas. Oui, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans et je vais donner des exemples. Je dis déjà, il faut pointer la raison d'État. La raison d'État. Cette raison d'État, par rapport à la construction, est valable, pas seulement pour la religion musulmane, mais pour toutes les religions africaines. Parce que créer en Martinique des cathédrales, par exemple, une cathédrale du christianisme orthodoxe en Éthiopie, c'est catastrophique pour le système. Créer une grande mosquée en Martinique qui représente la spiritualité musulmane et africaine, c'est une catastrophe pour le système. Pourquoi? Parce que il faut savoir que nous sommes cantonnés dans un milieu insulaire où le ministère de l'Intérieur et aussi les instances de la préfecture contrôlent parfaitement une petite population. Et nous voyons que, nous voyons que il y a aussi un traitement parcellaire, on peut dire, de l'émigration, pour transformer l'émigration, même l'émigration frère, en émigration. En émigration. Okay. Faire en sorte que les gens qui viennent, même qui sortent dans la région, qui viennent chez nous, pour leur faire comprendre que ce peuple-là, il n'est garant de rien. Mais pour être garant, il faut être plutôt de connivence avec l'État dominateur, l'État colonial, et marginaliser cette population, ces autochtones, parce qu'ils sont des gens soumis et dominés. C'est ce qui fait qu'il y a des étrangers, lorsqu'ils viennent ici, par exemple, ils seraient prêts, s'ils ne sont pas conscients, à nous marcher, à nous prendre carrément comme des paillassons, parce qu'ils savent que ils ont leur titre, ils ont tout ce qui leur convient pour la légalité de par les structures de l'État colonial, qui donc de la préfecture, et que par-dessus tout, ils sont autorisés à tout faire en matière culturelle, en matière économique, pour essayer de prendre la suprématie sur cette population autochtone. C'est ce que j'appelle minorité de domination. Donc, la mosquée n'est pas construite parce que, disons bien que il faudra parler en détail de la construction de cette mosquée, parce que ça a commencé en 1980 à Paris. J'aurai l'occasion de développer, mais à cette époque-là, eh bien, les Syro-Palestino-Libanais, qui sont là depuis 1931, depuis leur émigration, et même avant le conflit du Proche-Orient, l'affaire de la création de l'État d'Israël et, comment dirais-je, l'exode d'une partie des Palestiniens, ils sont arrivés aussi dans cette période. Mais il faut dire que depuis cette époque, je dis carrément, il y a eu un veto sur le développement des temples musulmans. Il y a eu un veto sur le développement de la religion musulmane. Parce qu'il y a eu un deal entre les émigrés qui venaient dans ce pays et, les représentants de l'administration coloniale, de sorte de ne pas spirituellement, de ne rien faire spirituellement, s'ils veulent être des persona grata et ils ne veulent pas être des persona non grata. De ne rien faire qui puisse contribuer à l'éveil de cette population qui, je rappelle, vient d'Afrique et qui, à cette époque, 1931, était encore capable de certaines velléités, puisqu'on peut rapprocher 1931 de 1848, puisque c'était une population
qui a mené des révoltes, des soulèvements, des révolutions, et qu'on était en train de prendre en main, d'assimiler, d'aliéner, pour qu'ils se transforment, et qu'ils deviennent des Français, qui soient assimilés. Donc, le facteur, suivant notre interprétation, le facteur spirituel africain ou musulman aurait été très dérangeant. Et toute personne qui venait à cette époque était contrainte par le système de rentrer dans les rangs pour faire des affaires avec les grandes familles, Béké et autres, et de mettre entre parenthèses toute question religieuse susceptible de déranger, l'instauration de l'assimilation, de l'aliénation qui avait été entreprise avec le système grâce à l'alignement, je veux dire, du catholicisme, du christianisme apostolique et romain. Donc on peut dire que si la question de la mosquée en Martinique ne se pose pas, qui a commencé en 1980 avec l'aide de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais à Paris en relation avec des étudiants arabo-africains à Paris, ne se pose pas si depuis 1931, les éléments de la communauté qu'on appelle syrienne, mais qui en réalité ce sont des émigrés palestiniens, qui sont de faux Syriens, parce que dans l'appellation populaire, on appelle Syrien tout arabe, qui soit maghrébin, qui soit palestinien, qui soit syrien, même des juifs sont appelés des fois des Syriens. Mais en réalité, il y aurait eu une possibilité légalement de pouvoir disposer de mosquées, de temples musulmans en Martinique, puisque depuis 1931, il y a une forte émigration de Palestiniens qui fuyaient, la crise du Moyen-Orient et qui s'installaient en Amérique du Sud, qui s'installaient aux États-Unis et qui sont venus aussi dans la Caraïbe. Mais le problème ne s'est pas posé pour eux parce qu'il y avait d'une part cette contrainte et qu'ils voulaient faire ces affaires et on peut dire aussi qu'ils avaient très peu de foi en leur propre religion. Et c'est pour cela que je peux citer un anthropologue du CNRS qui a parlé de cette communauté aussi. On pourra donner des informations pour dire que c'était une communauté qui était venue s'installer aux Amériques et qui accidentellement a débarqué aux Antilles pour leurs affaires commerciales. Et c'est de même pour ceux qu'on appelle des marabouts, parce que les marabouts, qui finalement disent qu'ils sont venus pour la religion musulmane, ils sont venus pour faire du commerce. Donc, pour parler justement du point d'ignition de la création, je veux dire de la genèse de la création d'une mosquée en Martinique, cela n'a pas été le fait de la communauté palestino-syro-libanaise en Martinique. C'est un projet qui est venu de l'extérieur depuis 1980 et je peux en parler puisque le livre, des chapitres du livre sont réservés à cette question: pourquoi la mosquée n'est pas construite? Et dans ce livre, il y a des documents, des informations, des éléments probants qui prouvent que ce projet a commencé depuis 1980, mais l'initiative est de la part des ressortissants martiniquais, guadeloupéens, guyanais, avec leurs collègues étudiants africains, arabes à Paris, et c'est de là qu'il y a eu la conception d'une association et la conception d'un projet pour créer en Martinique une grande mosquée et un centre culturel islamique. Et à l'origine, j'étais l'un des animateurs de ce groupe-là, un animateur influent,
puisque j'ai eu des relations avec un cheikh égyptien que je vais présenter aussi dans ces émissions, qui s'appelle le cheikh El Moujahid. C'est un cheikh qui travaillait pour la Ligue islamique mondiale et qui s'occupait des minorités musulmanes dans le monde. Ce cheikh m'a été présenté par des étudiants marocains et algériens qui se trouvaient à l'époque dans des structures libraires, éditions, et il y avait une association qui s'appelait le GIF, le Groupement Islamique de France, qui a été transformé en UOIF. UOIF, c'est la grande organisation que l'on connaît aujourd'hui, qui est majoritaire en France, qui a remporté les élections musulmanes en France au niveau de la région, et c'est une des associations les plus représentatives. Donc, ces frères-là, nous avions un frère marocain qui s'appelait Afdal, nous avions un autre frère qui s'appelait Slimane Benaïssa, et nous avions autour de nous des frères africains comme Diao Mamadou, comme, comment dirais-je, des Sénégalais qui ont étudié en Égypte. Donc nous avons créé une association, et ce cheikh, j'ai eu plusieurs entretiens personnels avec lui, et je lui ai fait part de mes préoccupations. D'une part, la création d'une mosquée en Martinique. Pour moi, ça avait deux sens. Un sens de sortir la Martinique dans l'insularité et dans l'isolement colonial. Et les autorités ont bien compris cela, que le facteur de la création d'une grande mosquée pourrait sortir la Martinique dans l'isolement et pourrait internationaliser la Martinique et tout ce qui se fait en Martinique. Ça veut dire que quelqu'un qui viendrait de Syrie, qui vient de Trinidad, qui viendrait d'ailleurs pour prier dans cette mosquée, pourrait comprendre qu'en Martinique, il y a un phénomène paradoxal, une population noire dominée par une minorité blanche. Et je crois qu'une minorité blanche et une minorité juive. Donc je crois que c'est une des préoccupations qui m'a emmené à faire ce projet, et d'autre part, pour honorer aussi la liberté d'expression et aussi ce qu'on appelle le pluralisme. Parce qu'effectivement, j'ai constaté qu'il y avait un cantonnement aussi spirituel aux Antilles et que le système judéo-chrétien était spécifiquement islamophobe et je veux dire afrophobe, et que je pensais que la création d'une mosquée aurait permis, comment dirais-je, des rencontres qui auraient favorisé des contacts entre des gens venus d'Afrique, des gens venus du Moyen-Orient, avec la Martinique, et aussi, par exemple, des gens venant de l'Amérique du Sud, puisqu'il y a beaucoup de musulmans, comme j'ai dit, au Brésil, en Argentine, au Venezuela et tout. Donc, c'est un projet qui est spécifiquement martiniquais, et je rappelle que lorsque le docteur Monodouka, qui est un éminent juriste que je respecte, qui développe une théorie pour institutionnaliser et domicilier les institutions, il m'a conseillé que je devrais publier ce livre parce que dans l'avenir, effectivement, n'importe qui pourra se prévaloir de l'antériorité du développement de mosquées ou de ces rapports-là, de ce genre de rapports spirituels avec la Martinique. Et comme du fait, il a eu raison parce que le CNRS, que vous connaissez, que le CNRS qui est une institution savante, scientifique, mais qui renseigne le ministère de l'Intérieur, les autorités sur toutes les communautés, pas seulement musulmanes, mais sur Rastafari, sur toutes les communautés qui peuvent représenter de par leur culture, de par leur autochtonicité, un danger pour la tierce culture française. Eh bien, le CNRS envoie des gens qui sont budgétisés avec un budget pour faire des recherches dans les communautés, dans les sectes, dans les groupes spirituels. Et cet avocat
Maître Mondoutuka a eu raison, puisque j'ai trouvé sur mes plates-bandes Madame Kukenski, qui est chercheur au CNRS, qui a commencé à faire un travail sur la Martinique. Elle a fait, elle a écrit plusieurs articles dans des revues spécialisées, il y a un article intitulé Les trois visages de l'islam. Elle a fait un article pour mettre en exergue le maraboutage sur le plan mystique pour nous, qui est une apologie du charlatanisme, qui ronge nos sociétés par l'aliénation, parce qu'elle sert l'aliénation coloniale. Donc elle a fait un travail de recherche et je veux dire aussi un travail d'incitation, pour inciter les gens à travers le charlatanisme, ce qu'on appelle chez nous les gadgets des affaires, les voyants et tout, de s'intéresser à une telle religion internationale qui, en fait, c'est vraiment de la déviation et de la récupération. Bon, je ne sais pas si Mme Kukinski, elle est d'origine juive, mais je sais qu'elle est polonaise et en Pologne, il y a beaucoup de juifs d'origine. Donc, je veux dire que le point d'ignition de cette mosquée part de France, de Paris, avec des, comment dirais-je, des Martiniquais, des Guadeloupéens guyanais et leurs alliés africains et arabes. Ce projet sera pris en compte par un chèque qui va exceller et pourra réaliser, c'est-à-dire la prise en compte de ce projet et son financement. Et ensuite, il y aura une délégation qui sera envoyée après coup en Martinique pour vérifier, parce que nous avions fait des rapports en ce sens pour expliquer qu'est-ce que c'était la Martinique, comment nous voulions faire cela, et tout ça, créer cette mosquée. Ils ont fait un voyage sur place, ils ont envoyé une délégation sur place, et il y a une anecdote concernant cette délégation qui est très intéressante, que je vais donner tout à l'heure, pour vérifier si nos rapports de Paris, puisque nous avons créé l'association du lien islamique universel. Ça s'explique. Et quand il est venu ici, effectivement, l'anecdote, c'est qu'il y avait un marabout sur place qui s'appelait El Hadj Fodi Mariga. Et, bon, je brûle les étapes. Quand il a vu arriver ce personnage, eh bien, il a contacté les services de renseignement généraux pour dire que, voilà, il y a un personnage qui arrive aux Antilles, envoyé qui est en relation avec monsieur, moi-même, Mahmoud, qui est en relation avec des Arabes. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, pour l'anecdote, ce chèque, sous cette, comment dirais-je, après cette délation infondée, puisque c'est quelqu'un qui exerce un ministère dans le cadre d'une institution reconnue en France et qui au service des minorités, qui vient prendre contact avec la Martinique et avec le peuple martiniquais. C'est comme un ambassadeur qui vient et qui est tenu d'être reçu avec respect et avec déférence, puisqu'il vient chez le peuple martiniquais. Donc ce marabout intervient, et il interfère, et qu'est-ce qui se passe? Tellement, comment dirais-je, on peut dire, on peut dire aux ordres, que les renseignements généraux sont intervenus, la police, et ont consigné ce chèque dans un hôtel, dans l'hôtel où il se trouvait, et ils ont pris son passeport. Mais malheureusement, ce chèque n'était pas tout seul, il était accompagné d'un monsieur qui s'appelait, c'est le cousin, le cousin de monsieur Mbake. Il s'appelait Mbake Chèque, qui travaillait justement dans cette institution internationale, la Ligue islamique mondiale. Et ce qu'il a fait quand il a vu qu'il est arrivé en Martinique, voir remplir une mission, et il n'a pas été reçu par le peuple martiniquais, parce qu'il a été reçu par des gens qui sont chargés du traitement colonial. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone, et comme il connaissait
M. Césaire Aimé, il a pris son téléphone pour appeler M. Césaire Aimé. Il y a eu le fils de M. Césaire Aimé pour expliquer l'anecdote. Et le fils de M. Césaire Aimé a répondu que M. Césaire Aimé est hors du département. Parce que M. Mbaké, c'est une famille bien connue au Sénégal et qui a appelé. Et il a eu contact assez rapidement avec Aimé Césaire qui se trouvait hors du département, qui a intimé, comment dirais-je, les autorités d'élargir ces gens qui sont venus, qui sont des diplomates et qui sont des personnalités qui doivent être reçues correctement en Martinique. Donc c'était l'anecdote pour la venue de ces personnages. Donc, c'est-à-dire, ce qui s'est passé par la suite, c'est que ces personnes ont pris contact avec des éléments de la communauté musulmane, qui donc, des gens, pour ne pas les nommer, de la communauté palestinienne, libanaise, qu'on appelle syriens. Parce qu'il n'y a pas de Syriens, c'est une appellation, on les appelle Syriens. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il y a eu une interaction entre cette communauté syrienne et nous à Paris, concernant ce projet, et cela a commencé très très bien, puisque effectivement ils étaient tout à fait, comment dirais-je, intéressés du fait que un projet était en gestation pour la création d'une mosquée. Et je ne veux pas vous dire qu'à ce moment-là, les deux, pour ne pas les nommer, je parle des deux familles. Quand je parle des deux familles, il s'agit de deux familles importantes au niveau de cette communauté faussement syrienne, mais palestinienne. Alors, il y a eu un article intéressant dans le journal Question en Martinique, gros chèque d'Arabie Saoudite, comment dirais-je, comme il y a de l'argent, on se réveille. Alors je ne veux pas vous dire à ce moment, parce que c'est un projet qui était chiffré à peu près à 700 millions d'anciens francs. Et je cite dans le livre les éléments de ce projet, puisque nous avions fait, comment dirais-je, un estimatif, puisqu'il fallait construire un centre islamique, école, etc., acheter un terrain, plus de 700 millions d'anciens français. Donc, il y avait, les gens se réveillent parce qu'il y a eu de l'argent. Donc, je ne vous dis pas, sur les hauteurs de Tivoli, de Balata, ce projet de mosquée qui commence par des Antillais, des Noirs, Martiniquais, Guadeloupéens, avec leurs frères étudiants africains et arabes. Quel débat passionné sur les hauteurs de Balata, de Tivoli, en parlant des familles, des deux familles. Ça veut dire, bon, ben, c'est bon, on va laisser faire et puis on verra. Et c'est ça l'histoire, je ne donne pas tout le déroulé de l'histoire, puisque nos émissions seront aussi là pour montrer le déroulement. Donc, nous avons eu un bon accueil au début, et le projet a été en cours. Il a été validé par une banque, disons une banque islamique, et il y a eu 3 ans après, puisque nous avions demandé aussi la venue de professeurs arabes, africains, quoi, qui puissent enseigner correctement, parce qu'il n'y avait pas de savants. 3 ans après, ça a été mis en exécution, et début de financement. Pour faire court, il y a eu, je crois, 1 ou 2 premiers versements. L'imam est entré, il a commencé à être payé. Entre-temps, la loi française va changer, puisque la loi française prendra des dispositions pour interdire que des imams soient financés de l'extérieur. Mais avant que cela se produise, eh bien, il y a eu un court-circuitage de ce projet, puisque parmi les deux familles,
l'association va éclater, puisque dans cette association, nous avions pris soin d'intégrer des éléments, puisque c'était une fédération, des éléments, une union d'associations, des éléments qui étaient de l'association à Paris, qui ne voyaient pas, qui n'avaient pas une visibilité sur ce qui se passait en Martinique, et des éléments qui se trouvaient en place en Martinique, et principalement ceux qui se sont pourvus des postes, c'était les éléments des deux familles qui contrôlaient la trésorerie ici, qui contrôlaient aussi le conseil d'administration, etc., etc. Donc, brusquement, après 2 versements, il y a eu un court-circuitage et le trésorier est parti. Je ne veux pas donner son nom. Le trésorier est parti vers une île proche de la Caraïbe. Et j'ai appris que dans certains pays, par la suite, qu'il y a des gens qui ont construit des immeubles. Je ne veux pas nommer, hein, qui ont construit des immeubles qui avaient pignon sur rue en Martinique, qui sont là depuis, ce sont des commerçants dans le domaine du textile, de la chaussure. Et finalement, comment dirais-je, le projet de mosquée a été stoppé. Il a été stoppé. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons compris que ce qui s'était passé, ils ont créé une association de substitution à l'association initiale qu'ils vont appeler Centre culturel islamique en Martinique, qui va tout simplement créer une scission, comme l'explique le chercheur du CNRS, Mme Kukrinski. Ils vont créer une scission, parce qu'il y a un groupe martiniquais qui va partir au Terre-Saint-Ville, avec un marabout, ce sont des gens qui sont dans cette lignée maraboutique, et les deux familles vont, comment dirais-je, s'approprier, en fait, ils vont s'approprier carrément de l'institution du culte à travers leur propre association, Centre culturel islamique en Martinique, qui vont, comment dirais-je, exercer leur influence sur l'imam et qui vont contrôler totalement la situation. Et lorsque j'ai réalisé cette chose-là, j'ai eu un entretien avec le cheikh Moujahid à Paris, où on s'est réunis, il a mis le Coran sur une étagère et il m'a dit, Mahmoud, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit que moi je connais les Arabes, je les ai connus, ce sont des gens extrêmement sincères. Quand ils vous donnent une parole, c'est une parole d'honneur. D'ailleurs, c'est avec eux que j'ai été initié par le professeur Amidola, qui est un Pakistanais, j'ai été initié par les étudiants du GIF, j'ai été initié aussi par les Iraniens, qui ne sont pas arabes, ce sont des Persans, mais ce sont des musulmans. Mais les Arabes que j'ai connus, ce sont des gens sincères. Quand ils vous donnent leur parole, c'est terminé. L'encre est tombée, elle est séchée. Et je leur ai dit que pour moi, ces gens-là en Martinique, je n'avais pas encore analysé, approfondi leurs relations avec le système colonial. Mais je leur ai dit à première vue que ces gens-là en Martinique, ils ne représentent pas l'éthique morale des Arabes, qui lorsqu'ils donnent une parole, ils préfèrent mourir pour cette parole. Donc, je me dissocie. Il m'a dit, mais non, Mahmoud, parce qu'il y a un projet qui est en cours. Je lui ai dit, de toute façon, moi, je ne suis pas là pour l'argent. Je suis là parce que c'est un projet ambassadeur, pour mettre mon pays isolé, insulaire, au centre du monde, des gens qui peuvent avoir des relations avec ce pays, dans le cadre économique, dans le cadre diplomatique, dans le cadre du pays, et que la mosquée, pour moi, avait cette représentation. Comme il y a une récupération, je me dissocie, et je me suis dissocié, et c'est à ce moment que j'ai créé une autre structure parallèle, qu'on va appeler l'entraide islamique, à Paris, en Martinique et en Guadeloupe, et qui sera coiffée par la Ligue fédérale hexagonale anti-Guyane qui existe aujourd'hui. Donc, nous avions toujours dit que la récupération de la mosquée serait un bien mal acquis qui ne profiterait pas. Je parle de ça en 82, 83. Nous sommes
En 2015, la mosquée n'a pas été toujours construite et je peux conclure parce que Dieu aime ce qui est pur. Dieu aime ce qui est pur et comment dirais-je, comme on dit, amal bil niya, c'est-à-dire les actes ne valent que par l'intention. Nous avions fait une démarche internationale au profit de notre pays, dans l'objet de faire en sorte que notre pays soit au centre du monde, qu'il soit aidé face à la puissance dominatrice. Eh bien, ce projet, pour nous, il se poursuit parce que notre objectif est de sauver cette nation. De sauver cette nation avec tous ceux qui peuvent contribuer à sauver cette nation. Et la problématique de cette mosquée a été bien comprise par la raison d'État. Et c'est pour cela cet argent a été détourné. Et à un moment donné, nous avions un contact avec un ami de mon professeur sénégalais, qui a étudié d'ailleurs en Algérie et qui a rencontré les premiers libérateurs de l'Algérie, qui étaient Cheikh Bembadis et Cheikh Ibrahimi, qui d'ailleurs, lorsqu'ils étaient étudiants en Algérie, Senghor avait demandé de leur couper leur bourse. Et c'est Cheikh Ibrahimi et Bembadis qui étaient intervenus pour que le gouvernement français ne puisse pas les expulser et pour leur bourse. Alors, disons que, eh bien, lorsque cet argent, il va être détourné, mais nous avons poursuivi à travers l'objectif primordial qui était de faire en sorte que cette mosquée, ce temple, soit au centre des problématiques de liberté, de fraternité et d'égalité qui donc est contenu dans le terme global libération de notre peuple, parce que nous avions souhaité que cette mosquée fasse en quelque sorte soit un objet de rencontre, de brassage, pour que les gens connaissent la situation de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, et que nous évoluions dans une relation harmonieuse, une relation d'échange avec d'autres peuples qui pourraient aussi, qui ne savent pas ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui pourraient internationaliser ce traitement colonial des religions et aussi l'exploitation et l'aliénation d'un peuple, pour ne pas dire que ce peuple, si je parle des Algériens que j'ai connus, qui vraiment, ils ont un très grand respect, un très grand honneur pour ce peuple, en pensant à Frantz Fanon. Frantz Fanon, il faut se rappeler que c'est une icône de la libération du tiers-monde, qui a contribué à la libération des musulmans et algériens, qui a écrit des livres importants qu'on peut considérer comme Bible de la révolution du tiers-monde, comme Les damnés de la terre pour la révolution algérienne et tout ça, et que je remercie les Algériens particulièrement et d'autres de nous avoir accompagnés. Mais je veux dire que ce qui va se passer lorsqu'il y aura, nous allons constater que ce projet a été dévié, nous allons contacter l'ami de notre Cheikh Touré, qui est M. Chérif Ndiaye, qui a été un ex-ambassadeur des affaires musulmanes au Sénégal, diplomate, avant l'indépendance et après l'indépendance, et qui a eu la double nationalité, qui en France, qui était français, qui était marié avec une égyptienne. Et comme il était membre du conseil d'administration de cette institution de la Ligue islamique mondiale, il a écrit, il a fait son rapport concernant cette déviation et cette récupération en Martinique auprès des instances de la Mecque. Et c'est à ce moment que le projet, vu que ce projet a été accaparé, détourné, puisque l'argent, jusqu'à maintenant, on ne sait pas où il se trouve, puisque des gens se sont déplacés, sont partis, et que donc le projet a été arrêté à la base.
il restait seulement l'imam qui était rémunéré par cet organisme. Mais il faut bien comprendre la réalité de la complexité de notre société où la domination des minorités s'impose. On ne veut pas que des communautés ou des groupes martiniquais aient un pouvoir financier. C'est-à-dire la raison d'État préférerait que, excusez-moi l'expression, qu'on jette cet argent dans le canal Le Vassor, plutôt que cet argent serve aux Martiniquais, qu'ils soient musulmans ou pas, pour créer peut-être pourquoi dans l'alimentation, l'alimentation bio. Je vous remercie, chers auditeurs, et bonjour, bonsoir, les internautes, quelle que soit l'heure où vous recevez.